News. La HAC suspend définitivement RFI et France 24. France Média Monde compte porter plainte contre l'État malien pour diffamation. Conférence de presse du bureau régional de plan international. C'était ce mercredi 27 avril 2022. Au Nigeria, le pays miné par les bandits peine à enrayer les violences. Vous aurez les détails dans la page internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. RFI et France 24 sont définitivement retirés des bouquets de tous les distributeurs de programmes audiovisuels et des plateformes et sites des organes de médias en ligne et des opérateurs de téléphonie mobile au Mali. C'est ce qu'a annoncé mercredi la haute autorité de la communication. Quelques heures plus tard, France Média Monde, dans un communiqué, conteste la décision et entend introduire une action en diffamation. Aruna Saliakouni. L'autorisation d'établissement et d'exploitation du service de France 24 et Radio France Internationale au Mali, accordée à France Média Monde par une convention datant de juin 2018, est définitivement retirée. C'est la décision prise par la haute autorité de la communication, la HAC. Cette décision est basée selon cet organe régulateur des médias sur les rapports produits par le Centre de monitoring et de contrôle des médias de la HAC. Des éléments fournis par ces centres auraient démontré que les chaînes RFI et France 24 diffusent depuis plusieurs mois des émissions constituant des manquements à l'éthique et à la déontologie, violant des dispositions de l'article 2.2 et 5 de l'article 4 de la loi numéro 2012-2019 du 12 mars 2012 relative aux services de communication audiovisuelle. Cette décision fait suite à une suspension temporaire due à une série de reportages des chaînes concernées qui, selon la HAC, démontrent le non-respect des principes d'éthique et de déontologie sur le traitement professionnel de l'information, le non-respect du pluralisme et de l'équilibre des points de vue. Ces émissions incriminées ont porté atteinte, selon la HAC, à la défense et à la sécurité nationale et mis en péril la concorde et l'unité nationale. La réponse des incriminés ne s'est pas fait attendre. Et France Média Monde conteste avec force une telle mesure. Dans un communiqué, France Média Monde, la Société nationale de programmes qui coordonne les activités des radios et télévisions publiques détenues par l'État français et ayant une diffusion internationale, conteste la décision de la HAC portant sur la suspension définitive de France 24 et de RFI au Mali. La maison mère de France 24 et de RFI qualifie cette décision d'infondée et d'arbitraire. Elle proteste contre elle et compte user de toutes les voies et moyens pour dénoncer cette violation des textes de la HAC. Accusée de jouer le rôle de la radio Mille Collines par le gouvernement malien, France Média Monde compte introduire au Mali et en France prochainement une action de diffamation contre les autorités maliennes. Comme évoqué dans le titre, ce mercredi 27 avril 2022, le Bureau régional de plan international Mali a organisé une conférence de presse. Objectif, appuyer ses partenaires jeunes filles pour un plaidoyer de haut niveau afin de diligenter la mise en œuvre des actions identifiées dans leur mémorandum. Écoutons Goudo Odette Keïta, représentante pays de l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence. Elle est au micro de Moussa Tembini. Alors, ce sommet était une occasion pour nos jeunes filles de montrer nos potentialités, de justement permettre à ce que nos autorités valorisent ces potentialités. C'était également une occasion pour les jeunes filles de faire preuve de leadership, de montrer également combien de fois ces jeunes filles, qu'elles viennent du Ghana, du Togo, du Niger, font face à des défis qui sont non seulement des défis communs, mais également des défis qui diffèrent selon nos réalités culturelles et nos réalités socio-économiques. Et donc c'était un cadre qui se voulait également un cadre d'échange, de partage d'expériences, afin que nos résultats escomptés puissent être atteints. Le mémorandum a vraiment mis l'accent sur les difficultés des filles, notamment les difficultés liées aux santé, aux services de santé, à l'éducation de qualité et surtout à une certaine acceptation et une certaine participation à des instances de décision. Nous souhaiterions que toutes nos autorités locales et internationales aient un regard particulier sur ce mémorandum qui traite justement des questions de sensibilité des jeunes filles et des problèmes auxquels elles font face. C'est aussi un mémorandum qui prouve à quel point ces jeunes filles sont engagées au quotidien à faire en sorte que chacun puisse porter sa petite pierre à l'édifice.
En cette fin du mois saint de Ramadan et à la veille de la fête musulmane de l'Eid el-Fitr, le Bureau de plan international au Mali a procédé à la distribution symbolique de vivres alimentaires aux populations de 2 sites de déplacés internes, à Tétébougou et Sébougou, dans la région de Ségou, ce mercredi 27 avril 2022. D'après les sources, cette modeste action s'inscrit dans le cadre de la réponse urgente humanitaire de l'organisation afin de réitérer tout son soutien et accompagnement des populations les plus vulnérables. Il s'agit des enfants, des femmes et des jeunes qui sont les plus affectés par la crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis près d'une décennie. Les lots composés de riz, pâtes alimentaires, huile et savon sont des appuis pour soulager et aider autant que possible à atténuer les menaces quant à la sécurité alimentaire du pays. 1,8 million de personnes pourraient en souffrir et 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans pourraient être touchés de malnutrition d'ici la période de soudure agricole de juin 2022, cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. La communauté musulmane du Mali a célébré dans la nuit du mercredi 27 avril 2022 la nuit du destin communément appelée Laylatul Qadr. Cette nuit symbolise, selon les Écritures saintes, la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Au lendemain de cette nuit de prière, d'invocation, d'imploration, de pardon et de lecture de Coran, nous avons approché les fidèles pour savoir comment ils ont magnifié cette nuit bénie. Écoutons quelques réactions au micro de Aïssata Traoré et Ibrahim Aguindo. La célébration de la nuit de Laylat el-Qadr est un peu complexe au Mali, car chaque courant religieux a sa façon de célébrer. Spécifiquement, nous les adeptes de la Sunna, nous ne nous basons pas sur la 27e nuit du mois de Ramadan, comme celle de Laylat el-Qadr, mais nous nous conformons aux préceptes du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous recommande de la chercher entre la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit. Donc la date précise n'étant pas déterminée, les dévotions s'accentuent durant plusieurs nuits de la dernière décade du mois de Ramadan. Quand j'ai été à la mosquée pour aller prier, les rakats qui ont été prônés par l'imam, donc je les ai suivis. Donc j'ai fait le nombre de fois indiqué. Il y a des années où je vais à la mosquée, mais cette année, peut-être j'étais un peu fatigué. Donc je ne suis pas parti à la mosquée. Donc je suis resté à la maison pour me reposer. Mais j'ai suivi quand même les conseils qui ont été donnés après la prière du soir. Ce que l'imam avait conseillé de faire la nuit, c'est ce que j'ai exécuté avant d'aller au lit. Nous avons passé la majeure partie de la nuit aux prières surérogatoires et aux invocations sur la place publique de notre secteur. Après, nous sommes partis à la mosquée pour continuer avec la lecture du Coran jusqu'à l'aube, comme c'est recommandé par les préceptes de l'islam. Les prières, invocations et l'aumône aux 2 minutes sont les principaux actes que j'ai posés au cours de cette nuit du destin. Car c'est une nuit au cours de laquelle les anges et l'esprit de l'ange Djibril descendent pour étaler la paix et le salut sur tous les fidèles qui sont dans l'adoration de Dieu jusqu'à l'aube. Nous prions pour que Dieu accepte nos dévotions et nous accorde son pardon. L'image du jour est consacrée à la mosquée de Souleymaniye. La mosquée Souleymaniye, en turc Souleymaniye Cami, est une mosquée impériale ottomane d'Istanbul conçue par l'architecte Sinan pour le sultan Soliman le Magnifique et construite de 1550 à 1557. Les caractéristiques architecturales du monument en font l'un des plus remarquables de son genre. Au centre de la cour se trouve un sadirvan, c'est-à-dire fontaine d'ablution. La silhouette de la Souleymaniye avec ses 4 minarets rappelant
que Suleiman était le 4e sultan ottoman à Istanbul. Il est également le 10e sultan de la dynastie ottomane. La mosquée est l'une des constructions les plus significatives de l'architecture turque ottomane. Le cahier de compte de cette construction a été conservé et donne des informations considérables sur l'époque et les méthodes de travail de l'architecte. Souleymaniye et son complexe représentent une organisation urbaine étendue dans une vaste zone comprenant une école coranique, Darul Qoura, un hôpital, un banc public, Amman, un hospice, 6 collèges de théologie, des soupes populaires, des magasins et les mausolées turbés du sultan Soliman et de son épouse Roxelane. Cet édifice est situé sur l'une des collines d'Istanbul donnant sur la Corne d'Or. La construction de la mosquée de Souleymaniye, à laquelle de nombreux artistes de l'époque ont contribué, a été réalisée en tenant compte aussi bien de l'aspect global que des détails. Suivons la page internationale avec Sankou Diallo. L'attaque du 10 avril contre le district de Kanam, dans l'état du Plateau, a été la plus meurtrière de cette année, imputée à des bandits criminels appelés localement bandits, qui multiplient les attaques dans plusieurs régions du Nigeria, mais cette attaque illustre un nouveau modèle de violence, dévastant les États du Nord-Ouest et le centre du pays le plus peuplé d'Afrique. J'ai tenté de m'enfuir quand j'ai ressenti l'impact de la balle sur mon œil. Ceux qui peignaient le bâtiment, l'un d'eux a été touché et est tombé. Un autre a été touché aussi, mais il n'est pas mort. 3 d'entre nous sont vivants, un seul est mort parmi nous. Puis ils ont tué d'autres personnes dans le village. Chaque jour ou presque, le meurtre, enlèvement de masse et raid de bandits font les gros titres, avec un bilan de victimes, avec celui de l'insurrection djihadiste dans le nord-est. Chaque moto transportait au moins 2 hommes lourdement armés à l'arrière. Ils tiraient sur les gens de façon sporadique. J'ai couru un peu, mais j'ai dû m'arrêter. Et j'ai mis les mains en l'air. Ils m'ont tiré dessus, je suis tombé. Ils ont cru que j'étais mort. J'étais à bout de souffle. Je les ai vus tuer 3 autres personnes en ma présence, puis ils sont repartis en moto. De janvier à mars, 782 personnes ont été tuées dans le nord-ouest, contre 441 habitants dans le nord-est. D'après le bilan des médias locaux, communiqué par le cabinet de conseil nigérien SBM Intelligence, mais les conséquences vont au-delà du nombre de personnes tuées. Les responsables, après les informations et les renseignements que nous avons recueillis jusqu'à présent, sont des criminels. Ce sont des bandits. Vous savez tous que nous avons mené une série d'opérations à grande échelle dans le nord-ouest, en particulier dans l'état de Zamfara et dans l'état de Katsina, tous sous la 8e division de l'armée nigériane. Et beaucoup de ces bandits et criminels sont arrivés de là. Ils sont à la recherche d'un endroit sûr pour se réfugier et fuir nos offensives. Pour les analystes, il y a possibilité d'alliance entre djihadistes et bandits. En cas de coopération entre les deux, les atrocités, la criminalité et les attaques augmenteront dramatiquement. Rien que sur les 2 derniers mois, les gangs ont attaqué à l'explosif et tiré sur un train en provenance de la capitale d'Abuja. Kidnappant des dizaines de passagers, ils ont tué 19 membres des forces de sécurité, massacré une dizaine de membres de groupes d'autodéfense et abattu une trentaine de villageois. L'armée nigérienne sous-financée a annoncé des opérations contre les bandits, dont des bombardements sur leurs camps cachés dans de vastes forêts. Afin d'apporter des solutions bio dans le domaine de l'agriculture, les chercheurs et ONG ont dorénavant trouvé une alternative aux engrais chimiques, réduire la population de l'environnement et nourrir une population croissante grâce à un ingrédient inattendu, l'urine humaine. Du coup, on est en train de remplir la cuve de l'épandeur. Cet épandeur, en fait, il va nous permettre d'appliquer l'urine sur le champ. Elle vient en partie donc, des toilettes de festival qui ont été collectées par une entreprise. Alors évidemment, avec l'envolée du prix des engrais, il faut savoir que les engrais chimiques, leur prix a été multiplié par 3 en l'espace d'1 an et demi. Ce type de fertilisant qui vient des zones urbaines
reprend évidemment un intérêt majeur, à condition qu'il y ait de la disponibilité, ce qui pour l'instant n'est pratiquement pas le cas. On n'est qu'au balbutiement de la filière qu'il faudra aussi organiser. Il y a 2 ans, donc, on avait déjà ce même type d'expérimentation et on avait les parcelles qui étaient fertilisées en partie à l'urine humaine qui nous avait donné des résultats satisfaisants par rapport à un engrais classique. Le rendement était presque équivalent et la qualité des grains était bonne. Avec la cherté de l'engrais sur le marché, la créativité est alors le moyen pour avoir plus d'engrais sur le marché, c'est là à partir de l'urine humaine. Ça fait quoi si on peut remplacer nos engrais azotés et utiliser l'urine qui contient de l'azote au lieu qu'elle soit perdue dans les stations d'épuration, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe, hein, ça se volatilise et c'est perdu dans l'atmosphère, quoi. Donc autant le réutiliser sur nos cultures. Des images filmées le 20 avril et publiées le 27 avril montrent une force opérationnelle néerlandaise-allemande de défense aérienne et antimissile déployant des systèmes de missiles solaires Patriot près de la base aérienne de Slake en Slovaquie, selon les informations, pour renforcer les capacités de défense sur le flanc est de l'OTAN après le conflit de l'Ukraine et la Russie. Un mouvement qui pourrait ouvrir la voie à la livraison par ce pays du système S-300 à l'Ukraine. Selon le ministre de la Défense Jaroslav Nad, le système Patriot ne remplace pas l'ancien système russe S-300, mais il constitue un élément supplémentaire dans la défense de l'espace aérien de la République slovaque, a-t-il ajouté. Est un projet en cours de conception qui doit permettre de mettre en commun les moyens de défense antimissiles des États membres de l'organisation, afin de les protéger d'une menace balistique. Pour ce faire, l'OTAN va déployer 4 nouveaux bataillons en Bulgarie. Un mot de sport dans ce journal. Le capitaine de la squadra Azzurra va rendre son brassard et ranger son maillot au placard. Giorgio Chiellini l'a annoncé ce mercredi à travers une conférence de presse en zone mixte après la victoire de la Juve, son club de cœur. Les détails avec Amadou Tolo. Oui, les bonnes choses ont une fin. Giorgio Chiellini, 116 sélections, 37 ans, va faire ses adieux. Si je suis en bonne santé, je jouerai lors de la rencontre Italie-Argentine à Wembley le 1er juin. J'aimerais dire adieu au maillot azzurri avec un tel match, a-t-il déclaré après la victoire de la Juve. Ce sera la meilleure chose à faire, de faire mes adieux pour un match de gala. Il faut laisser la place aux jeunes. Médaillé de bronze aux Jeux d'Athènes en 2004, Chiellini comptait sur le mondial pour pouvoir conclure en beauté avec le maillot azzurro. Mais l'Italie ratera la Coupe du Monde pour la 2e fois de suite, du jamais vu. Après sa défaite surprise contre la Macédoine du Nord, Chiellini n'aura plus l'occasion de goûter au parfum d'une Coupe du Monde. Pour le défenseur emblématique de la Juventus de Turin, au club depuis 2005, le mondial ne sera donc résumé aux 2 éliminatoires. Pour le défenseur emblématique de la Juventus de Turin, au club depuis 2005, le mondial se sera donc résumé aux 2 éliminations au premier tour de la compétition, en 2010 et en 2014. Restera le souvenir encore très vivace d'un héros fabuleux, brillamment remporté, au terme duquel il aura été élu meilleur défenseur de la compétition. Concernant la suite de sa carrière en club, Chiellini ne s'interdit pas de continuer, lui qui dispose encore d'un contrat allant jusqu'au mois de juin 2023. Je suis très tranquille. Laissons passer la finale de la Coppa Italia, puis je réfléchirai avec mes 2 familles, celle de la maison et celle du terrain, avant de décider ce qu'il faut faire l'année prochaine. J'ai 38 ans et c'est normal de s'asseoir et de réfléchir. La Juventus a fait la bonne affaire de la 34e journée de Serie A en allant gagner lundi soir à Sassuolo 2-1, ce qui permet aux Turinois de revenir à 1 point de Naples, 3e au classement.
De plus en plus, les figures emblématiques dans le milieu footballistique diminuent, mais Chiellini en est un. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Djoliba Evening News.